En virage cette semaine, on fait l'essai du Lexus NX 450. On va aussi avoir le BMW i4. Richard Pelchat va nous aider à préparer notre voiture pour l'hiver. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Tout ça à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, beaucoup de sujets à l'émission aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Et pour traiter tous ces sujets, bien, Jacques Bienvenu, Marc Bouchard sont avec moi. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Alors, plusieurs choses à jaser, mais évidemment, Marc, tu as plusieurs nouvelles de l'industrie pour nous intéressantes qu'on va traiter un petit peu plus tard, puis on va répondre aux questions des gens, évidemment. Avec plaisir, mon cher. D'ailleurs, on invite les gens, je le rappelle, je sais que tu vas le redire à la fin de l'émission, mais ils peuvent nous envoyer leurs questions, notamment par la page Facebook, puis allez nous faire vos commentaires. On essaie de se tenir à jour et de mettre des photos de Jacques qui grimpent sur les voitures. Un succès monstre, d'ailleurs, de ce qu'on a fait. Tu me fais plus ça, donc, monter sur une voiture. Les gens me demandaient un peu partout cette semaine, ils ont dit quand est-ce qu'on te voit descendre de la voiture? Ils m'ont vu monter, ils m'ont pas vu descendre. C'était fort intéressant. Et c'était, si vous ne savez pas de quoi qu'on parle, je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre l'image, mais c'était évidemment concernant le nouveau Santa Fe. Donc, Jacques a grimpé sur le véhicule. Allez voir ça, vous allez trouver ça quelque part, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Nous avons en studio le Lexus NX, messieurs, et c'est un véhicule fort intéressant. On en avait déjà parlé, on l'avait déjà traité de ce véhicule. Et le 450, parce qu'il est disponible en plusieurs versions, donc absolument. 250, 350, 350H, 450H+. Le plus, bien, on n'a pas voulu faire comme chez Toyota puis utiliser le terme Prime, mais on a utilisé le terme Plus pour branchable. Alors, c'est un véhicule qui fait... J'avais 62 km ce matin plein, donc bonne autonomie, ce qui est, pour moi, l'idéal. Construction inégalée, rendement incroyable, la douceur. Et même si toujours on est tenté de le comparer au RAV4 Prime parce que c'est le même système hybride et de propulsion, c'est à des années-lumière un et l'autre. Oui, parce qu'en fait, on est beaucoup plus raffiné dans l'assemblage du véhicule, dans la présentation générale. On est quand même chez Lexus avec des matériaux qui sont plus haut de gamme, avec une qualité de finition qui est un peu plus haut de gamme et avec une puissance, et ça, je ne me l'explique pas, je vous avoue que je n'ai pas fait la recherche, de 2 chevaux de plus. Ouais. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il y a pas ce qu'ils ont trouvé, mais il y en a de plus. Je pense que c'est strictement une question de poids, en fait, dans ce cas-ci. Tu l'as mentionné, c'est un hybride branchable, donc 18,1 kWh de batterie, ce qui donne une autonomie annoncée de Toyota de 61 km, ce qui est excessivement conservateur. Parce que quand on fait, entre autres, de la ville, il est facile d'excéder 68 et même 70 km là, en mode 100 % électrique. La bonne nouvelle, c'est que quand ça transfère de l'électrique au mode à essence, c'est totalement transparent. Évidemment, il n'y a pas d'intervention du conducteur, mais en plus, on ne ressent pas du tout ce comportement-là, de changement de comportement, vraiment pas. Ce que moi, j'aime beaucoup dans le NX, peu importe sa déclinaison, mais notamment dans celle-là, outre la couleur, avant que vous fassiez de commentaires, j'aime beaucoup la maniabilité du véhicule. C'est pas un gros VUS, c'est un VUS qu'on a réussi à bien équilibrer. La formulation est homogène. Oui, il y a une batterie qui a ajouté du poids, mais on est chez Lexus, donc on a toujours misé sur le confort, mais on a une grande maniabilité. En ville, c'est un petit véhicule qui est le fun à conduire, qui se conduit du bout des doigts, que moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai fait un petit début de crise cardiaque quand j'ai vu la facture de celui qu'on a ici, parce qu'il est à 80 000 $. C'est énorme pour un véhicule de cette catégorie-là. Ouais, moi, je pense que c'est un prix à payer lorsqu'on veut avoir un véhicule aussi équipé et qui est un véhicule qui vient du Japon, parce qu'on sait que les autres véhicules qui sont vendus par ici, au Canada, sont fabriqués à Cambridge, en Ontario.
Moi, après avoir regardé ce véhicule-ci, la qualité de finition, l'équipement, etc., on voit que le Japon a fait son travail et qu'ils ont, comme d'habitude, selon moi, ils ont continué à avoir la barre très élevée. Les autres véhicules qui sont fabriqués à Cambridge, généralement, c'est bien assemblé, c'est beau, mais il y a d'autres manufacturiers qui sont aussi bien assemblés, qui sont aussi fabriqués au Canada. Alors, je suis obligé juste de préciser, par contre, que l'usine de Cambridge de Lexus, c'est considéré comme une des meilleures au monde. Ouais. Elle est première en Amérique du Nord, toutes marques confondues, et elle a gagné 3 années de fil le 2e prix de J.D. Powers au monde pour la qualité de l'assemblage. Fait qu'on n'est pas loin de la construction du Japon, là. Je peux pas te dire que je suis d'accord avec tout ça, mais je suis fier que ça vienne du Canada quand même. Alors, on sait qu'il s'en est vendu, par exemple, au Canada, en 2023, il s'est vendu au-delà de 10 000 véhicules, presque à 11 000 Lexus comme ça, donc 1550 au Québec. Alors ça nous donne un aperçu du marché. Moi, quand je regarde le véhicule, j'ai un petit peu de difficulté avec la grosseur de la calandre en avant. On l'aime ou on l'aime pas. T'sais, alors, je pense que l'espèce de chose de sablier, là, moi, je l'aime un peu moins. Mais au niveau de la ligne du véhicule, en dehors de ça, c'est parfait. En arrière, c'est un véhicule qui est agréable à regarder. Et quand on ouvre la porte et qu'on monte à bord du véhicule, la première chose, quand on s'assoit dans un 450 comme ça, on s'aperçoit qu'au niveau des sièges, ils ont fait un bon dessin de siège qui est extrêmement confortable, dans lequel on est bien tenu. Et quand on va rouler sur l'autoroute québécoise, on va pouvoir justement voir comment est-ce qu'on est supporté. Et il y a un tableau de bord qui est assez intéressant. On n'a plus la fameuse... comment est-ce qu'on appelait ça? Pavé tactile. Pavé tactile. Alors maintenant, on peut aller dans l'écran, mais malgré tout ça, ils ont quand même des boutons pour contrôler pour certaines fonctions, alors qu'on n'est pas toujours obligé d'aller... justement, appuyer dans l'écran. Au niveau du rendement en général, parce qu'on sait que la transmission qui est après ce moteur-là, c'est une CVT. Alors, il y a d'autres manufacturiers qui sont capables de monter à bord des transmissions avec 8 vitesses ou 10 vitesses. On continue chez Toyota ou Lexus à monter ces véhicules-là avec des transmissions CVT. C'est supposé donner une meilleure économie à long terme, mais le rendement est drôlement intéressant. En dehors de ça, c'est un Lexus bien construit, bien agréable, mais on sait qu'il y a un modèle de base qui est avec un petit moteur 4 cylindres qui développe qui a moins que 200 chevaux et qui fait quand même un travail correct. Mais je pense que les gens vont peut-être aimer plus le NX 250 avec la boîte 8 vitesses avec le 2,5 litres qui fait 203 chevaux, si ma voix est fidèle. C'est peut-être ça que les gens vont vouloir acheter. Si tu veux t'acheter un prix. Oui. Parce que c'est ça. C'est le véhicule ou un des véhicules les plus complets de l'industrie. Parce que tu as le modèle de base, un 250, tu as le 350 également qui est le plus vendu. Tu as le 350 hybride qui serait le plus vendu, mais on n'en a pas suffisamment. Justement. Puis celui-là, le 450 Plus, encore, lui, il est aussi à goutte d'eau parce que le branchable, c'est l'avenir. C'est parfait. Moi, là, dans mon quotidien, jamais je vais utiliser d'essence. Ou très rarement dans mon quotidien. Puis j'ai même pas besoin de le brancher à tous les jours. Il y a 61 km, je fais à peu près 65 parce qu'il fait beau. J'ai jamais besoin de le brancher. Je le branche aux 2-3 jours. Alors, je pense que c'est parfait. Puis si j'ai besoin d'aller plus loin, bien, je vais avoir l'essence. Mais dans les configurations, puis dans ce que les gens recherchent présentement, on voit le ralentissement des véhicules électriques. Le branchable, apportez-nous des branchables. C'est ça qui est parfait. Et celui-ci, bien, il y a un rendement exceptionnel. Là. Absolument. Tu n'as aucun bruit, c'est doux, c'est insonorisé. Tu fermes les portières, tu vois à quel point que c'est luxueux. Oui, Marc, tu as fait peut-être ton deuxième arrêt cardiaque en voyant la facture, mais il reste que la qualité de ce produit-là est exceptionnelle. C'est la version la plus équipée. Oui. Tu peux l'avoir un petit peu moins cher également. Je crois qu'on s'en va. Ce véhicule-là devient une référence.
Ouais. Vrai et moins vrai. En fait, ils se font concurrence à eux-mêmes du côté de chez Lexus avec le RX, qui propose à peu près la même gamme de à peine base plus cher. jusqu'à 450 H+, pour à peine presque le même prix. Et c'est pour ça que j'ai sursauté en voyant le prix de celui qu'on a en studio, parce que tu as le RX 400H pour à peu près 85 000 alors que celui-là, c'est 80 000 pour un véhicule qui est beaucoup plus petit, qui est spacieux. Là. Il y a, je veux dire, en général, l'espace intérieur, l'espace de chargement est correct. Mais par rapport au RX, on est une coche en dessous et à quelques milliers de dollars de différence. Marc, tu n'auras pas plus de qualité dans le RX. Je Tu te vas parle avoir pas de plus qualité. d'espace. Je te parle C'est ça. d'espace. C'est ce que nous, ici, en Amérique du Nord, on n'est pas habitués. En Europe, ils sont habitués d'avoir des plus petits véhicules qui sont de qualité équivalente à un prix à peu près équivalent. Puis c'est pour ça qu'on n'a jamais eu l'Apollo chez Volkswagen, puis bien d'autres véhicules. Mais le NX ou le RX, tu choisis le véhicule que tu as besoin. Moi, je n'ai pas besoin de l'espace du RX. Fait que je prendrais le NX. Puis tu n'es pas pénalisé à aucun endroit. Le rendement sur route, la tenue de route, l'insonorisation, la qualité des matériaux d'assemblage. Tu sais, tu as la même chose avec le NX. Puis c'est pour ça que moi, j'avais dit, puis dès que la production va être là, que le NX va devenir le plus vendu chez Lexus. Bien, Lexus l'a dit aussi. Là. Quand ils ont fait la présentation du véhicule en pleine pandémie, on était en Ontario, je me rappelle, ça a été une des phrases qu'on nous a dit. Ça va devenir le véhicule le plus populaire de la famille. En tout cas, on le souhaite. Mais évidemment, pas dans cette version-ci, parce qu'on misait surtout sur des versions... Parce que celui-ci, il est déjà sur la route depuis déjà quelques années, avec ce modèle-là. Il est, au niveau du confort, au niveau du roulement, au niveau du silence, tout est là. Et moi, je pense que la chose qu'il y a à vérifier pour quelqu'un qui veut s'acheter un Lexus, c'est le coût des assurances. Le coût des assurances, ces véhicules-là, parce qu'ils ont été volés, on sait comment. Mais je te dirais que le coût des assurances, c'est actuellement le débat le plus grand de toutes les voitures. On va essayer d'assurer une voiture électrique. On s'en reparlera. En terminant, il faut absolument aussi qu'on règle le problème d'approvisionnement en batterie pour être capable de livrer du RAV4 Prime puis de livrer du NX Prime ou plus. Oui, Bien, ça c'est le problème de tous les hybrides branchables actuellement, de tous les constructeurs. Merci, messieurs. On s'en reparle plus tard. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, Richard Pelchat de Silverwax nous aide à préparer notre voiture pour l'hiver. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax et je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard! Salut Daniel! Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Alors Richard, malheureusement, l'hiver s'en vient pour nous, heureusement pour peut-être certaines personnes, mais pour notre voiture, il faut la préparer, il faut y penser. Puis, tu as des trucs pour nous pour bien la préparer pour qu'elle reste belle pendant toute la période hivernale. Oui, souvent, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein? On se dit, l'hiver s'en vient, puis là, on veut se préparer, comme tu dis, pour l'hiver. Mais l'auto, si on la prépare là, quand on va la nettoyer à la fin de l'hiver, écoute, on va avoir beaucoup moins de picots de rouille, moins de saleté, les cuirs vont être plus beaux. Il faut faire une petite préparation, puis c'est vraiment pas long. Ce que j'ai amené aujourd'hui, là, c'est toutes des choses simples, des choses rapides qu'on doit faire, mais ça va protéger le temps qu'il faut. Faut le faire. Oui. On commence avec quoi, Richard? Oui, moi j'ai amené, le premier produit que j'ai amené, c'est le protecteur pour le cuir. Souvent, les gens, ils l'oublient. Hein? L'hiver, c'est quoi? Notre côte, il est mouillé, on a de la glace, on s'assit, on part les bancs chauffants, puis on pense que les bancs vont être beaux tout l'hiver. Non, il faut absolument mettre une protection. Puis ça, c'est vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend un petit applicateur, on l'applique dessus, on laisse pénétrer 3-4 minutes. On en met généreusement. Bon, on essuie le surplus de toute façon. Puis c'est tout ce qu'on a à faire. Traiter des bancs, ça prend 2 minutes. Oui, c'est ça, c'est pas long. Ouais. Ben, à l'arrière, c'est long. L'assise en arrière est longue, mais t'en mets puis ça va vite avec l'applicateur. Exactement. L'autre produit que j'ai amené, c'est pour tout ce qui est plastique. Là, ça va être au soleil
tout l'hiver, bien souvent, on n'aura pas le temps ou on ne pourra pas nettoyer l'intérieur. Fait qu'on va protéger tous les plastiques du soleil contre les rayons UV. Ça, c'est primordial, c'est une affaire extrêmement importante. Souvent, on voit les parties de plastique qui commencent à blanchir. Fait que pour l'intérieur, protecteur d'intérieur, même chose, vraiment simple. On le vaporise sur la partie qu'on veut traiter, puis on l'essuie avec une microfibre. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas à se compliquer avec les surfaces, les types de surfaces. Hein? Non. Parce que des fois, sur le tableau de bord, tu as simili-cuir, du plastique, Ça va toutes les protéger, il n'y a pas de problème. Puis, ça ne peut pas tacher, c'est juste l'essuyer. Bien entendu, je recommande d'utiliser une microfibre. Microfibre, très important, juste ça à l'intérieur pour ne pas égratigner, c'est tout. C'est le produit. Fait que, tu sais, pour l'intérieur, c'est tout ce qu'on a besoin. Le restant, bien, ça va se faire à la fin d'hiver. Petit ménage vite fait. Oui, exactement. L'autre produit que j'ai amené, c'est un produit pour les moulures non peintes, le plastique. Restaurateur de moulures non peintes, tout ce qui n'est pas peinturé sur la voiture. Là, on s'en va vers 6 mois où on ne lavera pas régulièrement, qui va se faire brûler au soleil, il va avoir du sel, de l'abrasion, il va tout avoir. Fait que restaurateur de moulures non peintes, c'est un produit de plastique qui est vraiment, vraiment intéressant. Même chose que le produit pour le cuir, on prend un petit applicateur, on le prend, on l'applique tranquillement, on l'étend, on n'a même pas besoin d'essuyer, juste une petite couche mince, c'est tout ce qu'on a à faire et ça va protéger pour tout l'hiver. Lui, c'est vrai que c'est rapide, puis on peut le placer, on n'a pas besoin de se préoccuper du soleil, puis même il faut profiter des dernières journées de chaleur pour l'appliquer parce que c'est bon quand il fait chaud. L'idéal pour appliquer le protecteur pour les moulures non peints, c'est au gros soleil. Ta voiture, on dit toujours de ne pas appliquer des produits au soleil. On peut rien faire au soleil, mais sauf ça. Plus que ton plastique est chaud, plus que ça va rentrer. Fait que n'hésitez pas, si une belle journée, votre voiture, vous venez de la laver, mettez une couche et ça va protéger votre bumper, toutes vos parties de plastique au complet à l'extérieur. Celui-là, c'est pour les phares. Oui. Et moi, je l'utilise quand je fais un lavage sur son sec, je mets juste la pâte sur mes lentilles. C'est ce que tu recommandes? C'est exactement. Quand je regardais, je disais quel produit que je vais parler. Puis là, je me disais, là, on s'en va vers l'hiver. Là, nos phares commencent à être usés pour certaines voitures. Puis j'ai dit, on m'a donné un petit truc vraiment simple. Encore un applicateur, c'est une petite crème abrasive. On a juste à les frotter, les phares, s'ils commencent à être comme frostés, si on peut prendre le mot. Et ça va tout revenir, tout simplement, juste à la main. Au moins, cet hiver, on va voir clair. Parce que là, souvent, il y a de la neige qui se ramasse ces lumières. Quand on voit un petit peu de jaune, là, c'est de l'oxydation qui commence... Il ne faut pas attendre. Puis même s'ils sont clairs, même s'ils sont beaux, tu peux l'appliquer aussi. Oui, tu peux. Puis tu vas empêcher l'oxydation d'arriver un jour. Ça, c'est certain. Mais normalement, on attend un petit peu qu'ils commencent à être frostés un petit peu, mais on les ramène assez facilement avec ça. Puis c'est à la main, hein? Pas besoin de machine, rien, juste un tampon. Bon, parfait, ça. Facile, simple, efficace. Exactement. L'autre produit, Pico de rouille. Les particules de rouille. J'ai dit, avant d'appliquer une protection pour l'hiver, j'ai dit, on ne passera pas nécessairement à la barre d'argile, mais juste vaporiser le produit, c'est tellement simple aujourd'hui. Pour être certain que les picots de rouille, ils ne se développeront pas tout l'hiver. Parce que les picots de rouille, plus que ça va aller, plus qu'ils vont grossir. Fait que là, je vais les enlever. Nettoyant particules de rouille, je vaporise ça sur le véhicule, je laisse agir ça 3-4 minutes et je rince à grand eau. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est lui que ça devient mauve? Oui, ça vient, ça vient complètement mauve, ça va couler. C'est quand tu l'appliques, tu dis « Oh, OK, c'était le temps que je le fasse. » Oui. Oh, non. On va trouver... Et est-ce qu'on peut faire les roues, les jantes avec ça? Oui, on fait les jantes avec. S'il y en a qui commencent à avoir justement de la rouille au niveau des jantes, ça vaut la peine parce que souvent, on ne la voit pas sur les jantes. Elles sont de couleur ou sont chromées, mais il y en a plein. Effectivement, ça s'applique là-dessus aussi. Parfait. 2 produits vraiment simples. Là, on protège. On a enlevé les picots de rouille si on en avait. Puis là, je me suis dit, on n'embarquera pas dans tout le processus de polissage, etc. J'ai amené 2 produits. Cire rapide, va durer tout l'hiver. Et cire rapide, ce qui est le fun, tu l'embarques sur ta surface, la même chose. Ça peut s'appliquer au soleil, ça peut s'appliquer dans un garage ou quoi que ce soit. Mais tout ce qu'on a besoin, c'est des microfibres. Ça en prend plusieurs. On le vaporise sur la surface, on l'étend, puis on prend une autre microfibre et on l'essuie. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est minimum 6 mois de protection. C'est rapide. Fait qu'on va avoir de la brillance, on a de la protection, puis la neige, elle va moins coller. Exactement. Il fait vraiment un bon travail, ce produit-là. Et celui-ci, c'est quand on a déjà une protection sur notre véhicule. Exactement. Ce qui est le fun d'Effet Lotus, je l'appelle mon multisurface, lui, en passant. C'est que tu peux le mettre sur le plastique.
Tu peux le mettre sur n'importe quoi, sur ton chrome. La seule place qu'on n'en met pas, c'est les vitres. Puis Effet Lotus, c'est un produit à base de céramique. Comme la Cérapide aussi, il y a de la céramique dedans. La Cérapide, en passant, on peut l'utiliser un peu partout, sur l'auto aussi? Oui, absolument. OK, absolument. tu me rassures, c'est ça que je fais. Elle ne tâche pas. Si on utilise la Cérapide et on accroche des moulures non peints, ça ne tâche pas ça. OK, oui, c'est ça. La différence avec Effet Lotus, c'est qu'Effet Lotus, beaucoup plus de céramique coating, va durer beaucoup plus longtemps, va donner un petit peu plus de brillance, mais c'est surtout le multisurface qui est intéressant. La même chose, vraiment, vraiment simple, tout ce qu'on a à faire, on le vaporise, on l'étend, puis on l'essuie avec des microfibres. Mais quand on dit des microfibres, c'est pas 2 microfibres, là. Ça peut être 3, 4, 5 microfibres, tout dépendant du type de véhicule qu'on a. C'est vraiment, vraiment simple. Richard, si on a utilisé Nano 5, c'est le complément de Nano One. c'est impressionnant le résultat quand on utilise Effet Lotus. Ouais. Effet Lotus, l'eau va perler tout l'hiver sur le véhicule. La neige va moins coller. Effet Lotus, c'est un produit que j'adore personnellement. Si on a déjà un nano protection, Nano One ou Nano X5. X5, est-ce qu'on peut utiliser des pots ferreux? Absolument. Est-ce qu'on peut utiliser les... Sur cette surface-là Oui, aussi? on peut utiliser le nettoyant pour des pots ferreux ou le nettoyant particules de rouille, qui est un acide, un produit acide, tout dépendant si les clients y ont ça. Les deux, parce que Nano X5, il n'y a rien qui va enlever ça à part du polissage ou du sablage. C'est pas compliqué. Okay. Nano X5 puis Nano One, c'est de la vitre qu'on met dessus. C'est une protection qui est pour entre 2 à 5 ans, tout dépendant lequel qu'on choisit. Mais c'est dur, c'est incroyable. Petite parenthèse, justement, Nano X5, si ça fait... Bien, je me demande, ça fait même pas 5 ans. Ça fait-tu 5 ans qu'il est sorti? Mais si on est rendu pour en remettre une couche, qu'est-ce qu'on fait? On reprépare notre véhicule et on l'applique de nouveau? On l'applique de nouveau, tout simplement. On décontamine et on applique. Oui, exactement, parce qu'on n'a pas besoin de l'enlever. S'il en reste, ça veut dire qu'il est bon, il est encore dur. La base est dure, de toute façon. C'est des nanoparticules, fait qu'ils sont entrés dans le vernis. On ne commencera pas à enlever ça. Tout dépendant si on a besoin de polissage. Il faut quand même regarder si on commence à avoir des cheveux d'ange ou à avoir des égratignures. À ce moment-là, il faut le polir. Sinon, bien, on prend Nano X5, puis Nano X5, on pourra en mettre comme on veut. Là. On bâtit des couches. C'est pas compliqué. Sur ma voiture, moi, j'en ai mis 2 couches. Rapide. Durant l'hiver, nos mags deviennent jaunes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Comment on les protège? Les protéger, on peut appliquer une Cérapide ou Effet Lotus, justement. Ces 2 produits-là vont aider. Mais dire qu'il n'y en aura pas, ça va ralentir l'apparition du jaune, mais c'est extrêmement facile à enlever. On va arriver avec un nettoyant pour des pots ferreux ou le nettoyant ultra puissant pour jantes et pneus, et ça va enlever tout le jaune au complet. Puis juste en vaporisant, on n'a même pas besoin de frotter. C'est très facile. Fait qu'il n'y a pas de stress à avoir pour enlever ça à la fin de l'hiver. Richard Pelchat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles. Tu commences avec quoi? Écoute, avec le véhicule parfait pour toi puis moi et un road trip. Bon. Le Ford Lightning ou la Mustang Mach-E. Tu vas me dire, il n'y a rien de spécial. Tu me fais peur un peu, là. Oui, attends, je n'ai pas fini. En fait, c'est que Ford a annoncé qu'ils étaient pour déployer à l'intérieur de ces véhicules-là le karaoké Stingray. Ça veut dire que dorénavant, quand tu conduis, je pourrais faire chanter aux côtés du karaoké avec toi, puisque je n'aurai qu'à scanner un code QR qui va apparaître dans l'écran et choisir les pièces que je pourrais t'interpréter soigneusement. Est-ce qu'ils ont mis un bouton siège éjectable quelque part, là, quand t'es tanné? Moi, j'ai pas de mute, là. T'as pas de mute non plus, voyons. Alors, effectivement... Très utile. Très utile. C'est une bébelle que Ford lance qui va être déployée sérieusement. C'est quoi? Je pense que ça va être populaire. Bien, honnêtement, qui ne chante pas en auto? Sérieusement, là. Ouais, mais on parle de distraction au volant. Puis là... Oui, mais ça, c'est vraiment pour le passager. Ça s'active uniquement quand on détecte... Le conducteur n'est pas loin du passager. Là. Oui, mais tu sais, si tu m'entends chanter, il m'a distraire, même si on est ailleurs. Si tu m'entends chanter, c'est assez pour que moi, je prenne le décor.
Mais non, sérieusement, donc, ça va effectivement être déployé à l'intérieur des Ford Lightning et des Mach-E par une mise à jour là, over the air, par la voie des ondes. Donc, ça va se faire et voilà, mon cher, tu pourras désormais faire du karaoké dans ta voiture. Toyota, on le sait, ont eu beaucoup de difficultés avec le RAV4 Prime et le fameux Cable Gate, le fameux problème là, du câble qui se corrodait. On vient enfin de régler en partie le souci. Donc, on a accepté une entente qui a été approuvée par la Cour, entre autres, concernant le remplacement gratuit du câble et une période prolongée de garantie jusqu'à 8 ans ou 160 000 km. Petit bémol, cependant, les Toyota hybrides 2023 et 2024 ne sont pas inclus dans le jugement. Ils sont donc à part, mais évidemment, on pourra à ce moment-là intenter une nouvelle action collective contre Toyota si jamais le problème survient avec ces véhicules-là. Absolument. Bien, on dit qu'on a changé puis qu'on a mis quelque chose par-dessus. C'est ça. Pour pas que ça s'accumule. Donc, en principe, il ne devrait pas avoir de problème. Effectivement. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On parle beaucoup des problèmes de Stellantis. Hein? On le sait, il y a eu des difficultés. Ils ont interrompu la production du Jeep Wrangler et du Grand Cherokee pour 1 mois. Et ils viennent d'interrompre la production de la Fiat 500 électrique pour un autre mois. Et la raison, elle est tout à fait simple. Ça ne se vend pas. C'est aussi simple que ça. Et on ne cherche pas d'excuses du côté de Stellantis. La réponse du responsable de Stellantis, c'est « Cette mesure est rendue nécessaire par le manque actuel de commandes. » Ben oui, mais c'est une parmi tant d'autres. Là. Ford ont fait la même affaire avec le Lightning, avec le Mach-E. On a trop d'inventaire dans le véhicule électrique. Et là, les productions sont au ralenti ou on les arrête pendant un certain temps. Et ça crie en Italie avec la Fiat. Absolument. Ça marche pas depuis le début de ce projet-là. Pourtant, vraiment, là, c'est une voiture qui n'a rien à voir avec la 500 qu'on connaît. Là. Non, pas du tout. C'est une petite voiture. Bien assemblée, elle se conduit bien, les bons matériaux, bien assemblés, tout. Mais l'autonomie fait en sorte que ça pénalise. Et le problème, c'est que Fiat s'est tiré dans le pied en disant « Oui, mais vous savez, celle-là, c'est une mesure transitoire parce qu'on est en train de développer pour l'année prochaine une nouvelle Fiat 500 électrique qui va être plus efficace avec une batterie, avec une nouvelle batterie à haute puissance, avec, bon... Tu sais, ça annonce au monde... devrait monter à 350, 375 l'an prochain. Oui, mais quand tu commences en disant au monde... Ça fait pour certaines personnes, c'est ça. Mais 300, elle est mal vendue. Elle est mal vendue à 268 km. Moi, quand je l'ai essayé, c'est correct pour bien des gens. Oui, mais c'est pas beaucoup à 42 000. On veut 500 km si on en fait souvent 50-60. Tu as bien raison. Mais comme je te dis, si tu dis au monde, achetez pas celle-là. En fait, achetez celle-là. Mais là, on l'annonce à 31 000 avec les rabais. Mais oui, elle est à 42 000, moins 12 000. C'est 30 000 ou à peu près. Mais dépêchez-vous parce qu'évidemment, pour le moment, quoique là, les inventaires de Fiat 500 sont bons. Ça va pas bien non plus du côté de chez Volkswagen, on le sait. C'est difficile actuellement. On a commencé à parler de fermer des usines en Allemagne pour la première fois dans l'histoire. Ça n'était jamais arrivé. Là, on parle de ça. Il y a actuellement des gros problèmes parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on est en négociation avec le syndicat, puis c'est pas facile. Mais on parle aussi de couper 6 milliards de dollars dans les frais d'opération, ce qui est énorme. Ça ne peut pas se faire sans laisser de traces. Là. Non, et qui pourrait pénaliser, en fait, d'autres projets à l'extérieur. Je te rappelle, par exemple, que Volkswagen est un des actionnaires principaux de Northvolt, une compagnie suédoise qui a demandé l'aide du gouvernement ici, mais en Suède. En Suède, ils ont dit non. Le gouvernement refuse de les aider. Donc, on ne sait pas trop comment ça va avoir une influence réelle sur le projet de développement actuel. Par contre, ça n'a pas empêché Volkswagen de nous présenter un nouveau Taos. Légèrement remanié, plus beau look, vraiment, ça c'est bien. Mise à jour du moteur 4 cylindres turbo de 1.5 de 174 chevaux au lieu de 158, ce qui est quand même une bonne nouvelle aussi. Je pense que ce véhicule-là arrive à point, donc ou à maturité. Cette fois-ci, là, on va pouvoir l'inclure dans nos choix. Effectivement. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, BMW i4. C'est assez impressionnant. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
avec moi la BMW i4 Grande Coupé. Je sais qu'on vous a déjà parlé de cette voiture-là, mais j'ai fait l'essai une semaine avec et il y a plusieurs points que je voulais vous jaser parce qu'il y a des caractéristiques importantes et je pense qu'on va devoir y penser davantage à cette voiture-là. Je vous rappelle d'abord que c'est un Grande Coupé, donc ça veut dire berline à 5 portes. Elle est basée sur la BMW série 4. Grande Coupé qui, elle, nous a quittés, est disponible encore sur certains marchés, mais on l'a remplacée par la i4 100% électrique. Disponible en 4 versions, donc on a i35, i40, ces 2 versions à propulsion. On a aussi la X-Drive 40 comme j'ai ici avec moi, 396 chevaux, 462 km d'autonomie environ, donc une vraie berline de performance. Et aussi disponible avec la ultra-performante voiture sport, la M50, qui, elle, on peut aller chercher jusqu'à tout près de 550 chevaux. C'est vraiment la voiture la plus sportive de la gamme. Chose à remarquer au niveau du design, bien, on reconnaît les BMW et on reconnaît la calandre à l'avant, donc double calandre. Je suis pas très fort de ça, mais je commence à m'habituer tranquillement, pas vite. Évidemment, ce n'est pas des calandres actives parce qu'on n'a pas de moteur à l'avant, donc on n'en a pas besoin. Mais dans le pare-choc, on a quand même conservé quelques systèmes d'aérodynamisme. Faut dire également qu'en 2025, déjà, on va changer un peu la i4. Donc, les phares vont changer, les roues vont changer, mais on va garder à peu près le même format et on va aussi améliorer un petit peu l'intérieur. Justement, parlant de l'intérieur, c'est de la qualité de finition extraordinaire pour cette BMW. Donc, écran courbé à l'intérieur qui sont vraiment spectaculaires. Qualité de finition, des matériaux irréprochables, le confort également. Les places arrière, c'est quand même pas très grand parce que c'est pratiquement une compacte, là. Elle se dirige un peu vers l'intermédiaire, mais c'est dans la catégorie des compacts. Par contre, le haillon arrière, bien, on bénéficie de beaucoup d'espace, puis on peut embarquer facilement les objets à l'intérieur. Donc, dans son format, vraiment très pratique, dans sa présentation également, et l'utilisation du système d'infodivertissement. Avant, ça prenait tout simplement un doctorat là, pour être capable d'opérer ce système-là. Maintenant, beaucoup plus facile, beaucoup plus convivial, écran de bonne définition également. Et la carte graphique au niveau du GPS est tout simplement magnifique. Alors, beaucoup de choses intéressantes au niveau de ce véhicule-là. Pour ce qui est des temps de recharge et de l'autonomie, bien, selon les versions, vous allez choisir, c'est entre 4 et 500 tout simplement. Là. C'est à peu près cette autonomie-là que vous allez retrouver. Et aussi la recharge. Parce que lorsqu'on s'en va du côté de la recharge, c'est intéressant, mais on ne bat pas de record. On est dans la moyenne du côté de BMW. Bien, sur une prise de maison traditionnelle, ça va être environ 22-23 heures. Une prise rapide, c'est 8 heures. Une charge ultra rapide, bien, 10 à 80 pour à peu près 30 minutes. Puis le reste, le 20 derniers pourcents, c'est un autre 30 minutes. Donc, il faut calculer environ 1 heure sur une borne de recharge très rapide. Mais on protège la batterie. C'est ce qu'on fait du côté de chez BMW parce qu'on veut que cette voiture-là dure dans le temps. Là où je voulais en venir, puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est du côté des prix. Parce que le modèle de base commence à 54 000 pour la M50 à 74 000 et la X-Drive 40 que j'ai avec moi, c'est 69 000 Si on regarde la concurrence, là, les Ioniq 6, Tesla 3, même la Ioniq 5, même la EV6, puis si on va avec les versions GT ou les versions N dans la Ioniq 5, bien, on arrive exactement dans les prix de cette BMW-là qui offre énormément en termes de qualité de véhicule. Et quand je dis qualité de véhicule, c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est le roulement, la douceur de roulement et l'utilisation à tous les jours. Cette voiture-là, on a réussi à calibrer les suspensions de façon qu'elle absorbe les bosses, les trous, vraiment de façon extraordinaire. On ne sent pas le surpoids des batteries en conduite de tous les jours. On peut même aller un petit peu plus vers le côté sportif parce qu'on a au-delà de 440 livres pieds-couple dans ce véhicule-là, donc ça déménage. Si on s'amuse avec, bien, on n'a pas la direction aussi précise que la M50, mais le côté sportif est présent.
la douceur, l'insonorisation parfaite, la tenue de route lorsqu'on fait de la grande route, tout ça se fait à merveille et dans un environnement qui est beaucoup plus traditionnel que si on va dans d'autres marques où là, on y va un petit peu dans l'exagération. Alors, c'est une voiture qui est conviviale, utilisable à tous les jours, à un prix qui m'étonne parce que si on regarde des Hyundai, des Kia, puis là, on se dit, il faut aller voir BMW, on va être à peu près dans les mêmes prix. C'est un peu étonnant, mais il faut donner la chance à cette voiture-là. BMW la garantie, sont agressifs au niveau dans les programmes. Bref, il faut l'insérer dans notre liste d'épicerie. C'était mon message aujourd'hui. Voilà de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Comme Marc vous l'a mentionné plus tôt, laissez-nous vos questions, commentaires. Je continue de ramasser les noms aussi. Je prends les noms en note si vous voulez avoir une paire de billets pour le Salon électrique de Québec qui va avoir lieu bientôt. La semaine prochaine, on vous en reparle de ce salon, entre autres. Messieurs, plusieurs questions qu'on a et commentaires. On va y aller avec M. Caron qui dit « Je vais acheter un Kia EV6. Je fais environ 80 km par jour. Une vingtaine de mille kilomètres par année. J'aimerais le garder jusqu'à 100-120 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est possible? » Absolument. C'est totalement possible. Le contraire sera même surprenant. Non, effectivement, 100 000 km, le véhicule est encore neuf, on va se le dire. Là, on est rendu là. Quant à 80 km par jour, vous n'aurez même pas besoin de vous brancher très souvent parce que le EV6 est un des véhicules qui offre effectivement une bonne autonomie et en plus une capacité de recharge rapide sur des bornes rapides. C'est un excellent choix. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire d'aller voir aussi la Ioniq 5 et la Ioniq 6, qui sont des concurrents directs et qui ont une ergonomie différente. Donc, c'est la même mécanique, c'est le même véhicule, mais surveillez tout simplement si vous aimez le EV6. Par contre, allez-y. Moi, le EV6, c'est une petite coche de plus. Je trouve qu'il est plus luxueux, qu'il est moins... Tu sais, le Ioniq 5, c'est carré, c'est correct, là. C'est au niveau du modèle. Puis 2025, l'année modèle 2025, il y a des petits changements intéressants, là. Sur le V6 et la Ioniq 5 également. Donc, ont eu moi, c'est juste parce que vous savez que j'aime les styles moins uniques. Mais c'est parmi les véhicules, le véhicule les plus populaires au niveau des véhicules électriques. T'as de l'espace, t'as de l'économie. Absolument. Il est beau, là. Il faut avouer que le style est incroyable. Chez Kia, ils ont fait vraiment un effort de tous les véhicules. C'est vraiment beau. On encourage un Québécois. C'est lui qui est un Québécois qui l'a dessiné quand même. C'est vrai. Le V6. Oui. Hein? Québécois d'adoption. Parce qu'il se Ben, présente pas lui-même comme un Québécois. Non, mais ce qui est un petit peu dommage. Monsieur Gagnon, il dit F-150 2014, 196 000 km, propre. Le moteur est un 5 litres pour faire un petit peu de rénovation. Donc, évidemment, qui va rester autour. Donc, il n'ira pas vraiment très loin. Puis, il va rester en ville. Il faut le faire inspecter. C'est la seule affaire que j'ai à dire parce que c'est de valeur. 2015, il aurait été en aluminium. Ça aurait été un peu différent. 2014, il faudrait faire attention à la corrosion parce que, effectivement, ce n'était pas les versions en aluminium. On n'avait pas changé le mode de construction encore. Faites une bonne inspection en dessous. Négocier le prix. Ouais. Au niveau du châssis, voir en dessous comment il peut être rouillé parce que c'est 96 000 km. C'est pour faire pas pour faire de la rénovation sur le véhicule, c'est pour faire de la rénovation. Petite inspection, puis si le moteur est correct, tu sais, le reste, c'est des éléments de suspension, de frein, une petite inspection sécuritaire, vous assurez que tout est correct, puis après ça, vous faites de la ville. Oui, puis c'est 5 litres, à part de vous coûter une fortune. Ça, des 5 litres comme ça, c'est bon pour le double de kilométrage. C'est bon pour 400 000 km minimum. On n'a pas de prix. On n'a pas le prix. Ouais, donc, mais négociez le prix, parce qu'il n'est pas en aluminium. Oui. Une grosse différence. Il faut qu'il y ait une grosse différence de valeur entre les 2014 et 2015. Il faut regarder bien comme il faut le marché, monsieur. On a M. Harold qui dit la pression d'air dans les pneus. Vous savez maintenant qu'on a des moniteurs de pression d'air où on peut savoir quelle pression d'air. Et là, avec les températures plus chaudes des derniers temps, lui, il se dit on me recommande chez mon manufacturier, puis j'ai pas le modèle, 35 PSI. Puis il dit souvent, je suis à 38-39 dans mes pneus. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça pose problème? Et en même temps, il nous dit qu'on devrait utiliser l'azote.
Ben, ça aiderait. L'azote va régulariser ça, mais souvent, la pression augmente dans les pneus parce qu'on les roule trop mous. Et dans son cas, c'est à souhaiter qu'il soit à 35, mais à 38, il n'y a aucun Mais problème. à la base, avec ils ça. sont à 35, mais quand tu roules, tu fais beaucoup de route, la température monte dans le pneu. Fait monter. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut pas s'en faire. Quant à l'azote, cependant, c'est pas si indispensable que ça, à moins que vous fassiez de la piste, là, où là, vraiment, la température des pneus est importante. Sur la route, vous ne verrez pas nécessairement une grande différence. Ça ne changera pas grand-chose, parce qu'à 38, comme Jacques l'a dit, il n'y a aucun risque. Non, il n'y a aucun risque. Puis à l'hiver, à l'inverse, ça descend. Ouais. Fait que vous allez voir, les températures descendent. Puis c'est là que c'est un phénomène que nous, on vit ici au Québec qui est tannant, ou dans n'importe quel endroit qui fait froid. C'est que là, pouf, on part le matin, puis on a le fameux moniteur de pression d'air qui est allumé. C'est ça. Fait que, Ça, là, Moi, je pense que, en tout cas, c'est important. Moi, je trouve que les pneus sur un véhicule automobile, quand je débarque à quelque part, ce que je regarde, c'est les pneus, ces voitures. Je vais au centre d'achat, je vais n'importe où, je tourne un œil sur les pneus, et c'est pas rare que je mette une note dans un pare-brise pour dire, bien, vérifiez votre pneu à gauche ou à droite parce qu'il est vraiment, vraiment bas. Et puis, si vous endommagez celui-là, bien, vous êtes fort probablement pris pour acheter une coupe de pneus, pas juste un, là, tu sais. effectivement. Ouais. ouais, c'est ça. Simon regarde pour un Kia Sorento X Pro. Je ne l'ai même pas eu en essai, moi, ce véhicule-là. X Pro, c'est un Sorento avec une allure un petit peu plus hors route. Il dit « J'aime ça pour les modes de conduite. Je fais pas du hors-route vraiment, mais pour aller dans des petites routes de gravier, il demande si c'est un bon choix. C'est un excellent choix. Puis il y a un beau petit look à part de ça. On n'a pas été trop loin. Subaru ont été plus loin que ça. Puis il y en a qui ont été plus loin au niveau du design. Eux autres, ils ont gardé ça quand même assez intéressant, mais moi, je ne l'ai même pas conduit. Moi non plus, je ne l'ai pas conduit, je dois le dire. Par contre, effectivement, tu as raison de dire qu'il y a quelques ajouts intéressants. Ça ne sera jamais un véhicule de hors-route extrême. Il ne faut pas aller plus trop loin, mais pour quelqu'un qui fait des routes de gravier, c'est parfait. Protection supplémentaire, on a un petit peu augmenté la garde au sol. C'est toujours intéressant pour ce genre de véhicule. Moi, je pense que quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule comme ça, comme vous dites, là, c'est pas vraiment quelqu'un qui fait du hors-route. Et une chose qui est intéressante aussi, je pense à souligner, c'est qu'au niveau des inspections, du coût d'entretien, etc., se présenter chez un concessionnaire Kia versus un concessionnaire Subaru, ça va être moins dispendieux à entretenir un Kia qu'un Subaru, même si les deux sont excellents. Voilà. Samuel nous dit Mitsubishi Outlander régulier. J'aimerais aller jusqu'au bout de la garantie. Ça veut dire soit 10 ans, 160, ou soit 160 000 km. Fait que ça, je ne sais pas lequel des deux, mais l'Outlander est un bon choix, évidemment, dans le segment. Choix. Mon problème du Outlander, c'est sa mécanique qui n'a pas suivi le poids du véhicule, je vous dirais. Donc, ça le rend un peu trop gourmand par rapport à sa catégorie. Là. Ouais. Ce véhicule a pris beaucoup d'ampleur, mais on n'a pas nécessairement suivi au niveau de la mécanique. Mais on sait qu'on partage avec Nissan, puis on n'a pas été dans le 3 cylindres comme Nissan a fait, Non. par contre. Non. Fait que cette mécanique-là est solide. C'est solide. Je dis pas que c'est pas solide, je dis juste que c'est on gourmand. va- Je dis juste que ça boit pas mal. Moi, je l'aime ouais. un peu plus que le 3 cylindres du Rogue. Oui, Ouais. mais en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Je veux dire, ils sont performants, ils sont différents. Le Rogue, je trouve un petit peu plus nerveux par rapport au 4 cylindres de Mitsubishi. Puis celui de Mitsubishi boit plus parce que le véhicule est beaucoup plus gros. Ils ont vraiment fait un job là, au niveau esthétique assez Je incroyable. pense qu'il s'en vient un petit remaniement aussi au niveau Oui. esthétique parce qu'il y 2025. en a qui aiment, il y en a qui aiment moins la portion avant. Puis c'est ça qui pénalise un petit peu. Absolument. Parce que, Absolument. évidemment, ça devrait être le choix numéro 1. Il y en a qui vont avec le Rogue parce qu'ils aiment mieux la partie avant. Oui. Là, d'après moi, on Mais va à travailler ça. vérifier pour un Mitsubishi au niveau de l'anti-rouille pour pouvoir l'emmener à 10 ans. Parce que... Ils sont c'est- solides, là, les Ils sont anciens. solides, Outlander, mais moi, j'ai des amis qui en ont autour de moi, puis ils n'ont pas 10 ans, puis ils ont déjà de la rouille de... Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Eh bien. Camionnette pour travaux légers, 30 000 km par année, fiabilité est le point. Bon, tous, évidemment, tout le monde dit qu'ils sont les meilleures camionnettes au monde. Alors, 30 000 km par année, c'est du millage. C'est du chemin. C'est du millage. Ouais, c'est beaucoup de routes. Parce que la majorité des gens, on a quelqu'un qui est venu à l'émission la semaine dernière qui nous disait que la majorité
des Québécois font quoi, 13-14 000 kilomètres par année, la moyenne. Ouais. Alors, il y a des gens comme ça qui vont jusqu'à 30 000. C'est Puis, quoi dans l'hybride? Et Qu'est-ce dans qu'on quoi? a? Et dans quoi? Dans les Tacoma, camionnettes, on ouais. veut il y a le Tacoma. Sinon, il y a le Maverick qui est vraiment une petite camionnette. T'sais, on ne sait pas c'est quoi un camion léger là, dans sa définition. Est-ce qu'on va aussi petit, justement, qu'un Maverick, qui, lui, est intéressant au niveau de la consommation, mais qui a des capacités limitées, évidemment. Le Tacoma, à mon avis, est probablement le plus intéressant de cette catégorie-là pour, justement, le jumelage hybride et capacité de travail. Tu sais, dans la petite camionnette, on prend le Frontier, on prend le Colorado, le Ranger. L'entretien, ils vont être capables de faire la distance. L'entretien va faire toute la différence. Mais à un haut kilométrage, quand vous allez le revendre, le Tacoma va avoir encore une bonne valeur. Et Le nouveau Tacoma, c'est quelque chose. Là. Ouais, Ils ont c'est vraiment fait un beau travail avec le nouveau Mais le Tacoma. prix du Tacoma Mais vous est allez assez le payer. élevé. Oui. C'est le prix à l'achat, moi, que je trouve qui est élevé. Chez un Toyota, on paye le nom, puis je pense pas que ça donne autant que ça. Personnellement, moi, j'irais voir peut-être même pour un GM ou un Ford, je le commanderais pour avoir le modèle de base, fort probablement, avec la longueur de boîte que j'aurais besoin, j'aurais un prix aussi intéressant. Surtout pour que faire Ram ça. a décidé qu'il réannonçait leur 1500 classique. Oui, ça, c'est... ça, on va en reparler, d'ailleurs. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Merci, Jean. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.